Mardi 22 juin 2004, Saint-Jean-de-Lonne, une bourgade de 1200 habitants près de Dijon, en Côte d'Or. Il est 9 h du matin quand une femme se présente à la gendarmerie. Elle s'appelle Monique Patriarche, elle a 49 ans et travaille comme auxiliaire dans une école maternelle. Elle s'inquiétait depuis le 17 juin de ne plus avoir de nouvelles de son fils, qui rentrait apparemment tous les soirs à son domicile. Monique Patriarche ne sait pas pourquoi son fils de 22 ans, Grégory, a disparu. Cela fait 5 jours qu'il n'est pas rentré chez lui, depuis le 17 juin au soir. Et voici ce que cette femme va raconter aux gendarmes. Grégory a pris sa douche, il s'est gominé les cheveux comme d'habitude. Il sifflait tout le temps, toujours très gai. Greg nous a dit, donc ce soir je vais voir le match de foot avec des amis. Bon, maman, j'y vais. Je vais voir France-Croatie avec Damien et Manu. On a un bon match, hein. Il m'a dit, t'inquiète maman, je rentre pas tard. C'était la phrase qu'il me disait tous les jours. C'est vrai que je m'inquiétais quand il partait en voiture. Il est 20 h 30 quand Grégory prend sa voiture pour rejoindre ses amis dans le village voisin. Mais ce soir-là, il n'est jamais rentré chez lui. Dans un premier temps, la famille Patriarche ne va pas s'inquiéter. Leur fils est majeur, il passe régulièrement des nuits chez ses amis. Mais ce qui les intrigue, c'est qu'habituellement, Grégory les prévient. Au début, on se dit, il est parti pour quelques jours, mais sans donner de nouvelles, c'est pas normal. Jamais rester une journée sans passer pour nous dire, bah, tiens, je suis avec les copains ou un truc comme ça. Monique Patriarche et son mari ne comprennent pas. Ils s'entendaient très bien avec leur fils et n'étaient pas fâchés. Grégory n'avait donc aucune raison de disparaître aussi brusquement. Mais le plus alarmant, c'est que le jeune homme n'a pris aucune affaire sur lui. Il avait tous ses papiers chez nous. Son permis de conduire, tout était chez nous. Il était parti sans son téléphone portable, sans carnet de chèque. Il n'avait que 20 € en poche, pas de pièce d'identité. Alors il ne pouvait pas être parti loin, quoi. 3 jours passent. Le dimanche 20 juin, la famille est toujours sans nouvelles de Grégory. Pourtant, c'est la fête des pères, une fête que Grégory ne manque jamais. La sœur du jeune homme qui a fait le déplacement depuis la région parisienne s'étonne de l'absence de son petit frère. Il t'a pas... Non. Et donc le dimanche, nous on repartait en région parisienne. Et il avait l'habitude de toujours m'attendre, ou même s'il était parti quelque part, il revenait me dire au revoir. Et là, je me dis il y a quelque chose de bizarre parce qu'il n'est pas venu. Roger Patriarche décide de réagir. Il prend sa voiture et va patrouiller dans les environs. Il espère au moins apercevoir le véhicule de son fils, une Renault Clio verte. Grégory peut être n'importe où. Le jeune homme n'a pas d'emploi fixe. Malgré un bac pro en commerce, il n'a fait jusqu'à présent que des petits boulots. On a cru qu'il était parti des fois camper avec des copains, comme il aimait la pêche. Le père de Grégory part donc fouiller les plans d'eau et les gravières des alentours, là où les jeunes hommes de la région se retrouvent pour faire la fête. On a regardé, on n'a rien vu, on n'a pas vu la voiture. 5 jours d'absence inexpliquée. Pour les gendarmes, la disparition de Grégory est inquiétante. Ils vont diffuser alors le signalement du jeune homme à tous les services de police et aux hôpitaux de la région. Grégory mesure 1,75 m, les cheveux courts, très minces. Le jour de sa disparition, il portait un jean et un t-shirt beige avec petite rayure marron, des chaussures de ville noires. Parallèlement, les gendarmes vont interroger les dernières personnes à avoir vu Grégory. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Emmanuel, son ami d'enfance. Bon, on a sa recherche. Et puis Damien et sa femme, chez qui il a passé la soirée du 17 juin. Donc ils nous ont raconté qu'ils avaient passé la soirée ensemble, en train de regarder le match de football, France-Croatie. Ils ont bu 2 ou 3 bières, d'après ce que je me souviens. Tous disent que le match s'est bien passé et que Grégory n'avait pas l'air triste, pas l'air inquiet. Et après, Grégory est reparti donc vers 10 h 30, la fin du match. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne comprennent pas pourquoi il n'a plus donné de nouvelles. Que s'est-il passé après le match? Où a bien pu aller Grégory? L'enquête commence. Très vite, les enquêteurs sont mis sur une piste.
Un propriétaire de péniche leur signale la présence d'un véhicule abandonné le long de la Saône. On a découvert sa Renault Clio vers le canal. Un pilote nous appelle pour nous signaler comme quoi, depuis plusieurs jours, il y a un véhicule Renault Clio stationné en bord de Saône. Une Renault Clio verte, exactement le même modèle que le véhicule du jeune disparu. Et là, tout de suite, le rapprochement est fait entre ce véhicule et la disparition de Grégory Patriarche. C'est la bonne plaque d'immatriculation, c'est bien sa voiture. Les gendarmes envoient immédiatement une patrouille sur le chemin qui longe la Saône à l'entrée du village. La voiture de Grégory est là, cachée, à l'abri des regards. Les enquêteurs gèlent les lieux et procèdent aux premières constatations. Donc je vous emmène sur le lieu de la découverte de la voiture. Donc le véhicule Renault Clio se trouvait à cet emplacement. La portière était non verrouillée. De plus, la banquette était rabattue. Pourquoi Grégory aurait-il rabattu la banquette arrière? A-t-il transporté quelque chose après le match de foot? Toujours est-il que les gendarmes ne relèvent aucune trace de choc sur le véhicule et ils ne trouvent aucune empreinte suspecte dans l'habitacle. Les enquêteurs passent au peigne fin les alentours du véhicule, mais aucun indice exploitable n'est retrouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Grégory Patriarche a fait un départ précipité pour partir le long de la Saône ou est-ce qu'il s'est jeté dans l'eau? Ça, on n'en sait rien, on ne sait pas. Suicide ou départ volontaire, la question est posée à la famille. Et moi, j'ai toujours que supposé que c'était lui qui avait mis sa voiture là. Et alors, je me suis dit, peut-être qu'il a pris le train pour partir quelque part, peut-être que quelqu'un l'a emmené, mais pas le suicide. Pas du tout. Non, il aimait trop la vie. Il aimait trop s'amuser, rigoler avec les copains, tout ça. Il est décrit unanimement par sa famille, par ses amis, comme un garçon plutôt enjoué, aucune manifestation d'une quelconque envie de disparaître ou d'un mal-être qui serait tel qu'il voudrait mettre fin à ses jours. Pour lever le doute, les gendarmes sondent le fleuve sur plus de 5 km. Seulement, ils ne trouvent aucun corps. Les bois, les péniches aux alentours sont fouillés. Les enquêteurs interrogent les pêcheurs et les rares habitants du secteur. Mais le mystère s'épaissit. Personne n'a rien vu. Faute de pistes, les gendarmes décident de passer un appel à témoins dans la presse. Ils espèrent que Grégory est vivant et qu'il se cache quelque part. Les gendarmes préfèrent imaginer qu'on est face à une fugue parce qu'on se retrouve dans un petit village, on est en pleine campagne où il ne se passe jamais rien. En toute bonne logique, s'il a disparu, ça ne peut être que parce que c'est volontaire. Très vite, les résultats de l'appel à témoins confirment leur hypothèse. 2 anciennes camarades de lycée pensent avoir aperçu le jeune homme le dimanche 20 juin, soit 3 jours après sa disparition. 2 jeunes filles affirment avoir vu Grégory dans une voiture blanche en compagnie d'au moins 2 personnes. Elle lui aurait fait signe et il n'aurait pas répondu, elles avaient trouvé ça bizarre. Ces 2 jeunes filles sont sûres d'avoir vu Grégory Patriarche, vu qu'ils le connaissent quand même depuis un certain temps. La piste semble sérieuse. Les enquêteurs se rendent donc au port pour recueillir d'autres témoignages. Quelqu'un a forcément aperçu Grégory. Ce jour-là, il y avait la fête de la batellerie, donc c'est la fête des mariniers. Donc il y a énormément de monde dans le village de Saint-Jean. Les riverains, les commerçants sont interrogés, mais l'enquête de voisinage ne donne rien. Ça marche. Informé de cette disparition inquiétante, le parquet ordonne l'ouverture d'une information judiciaire. Le téléphone et le compte bancaire de Grégory sont mis sous surveillance. S'il se cache, il pourra ainsi être facilement localisé. Mais à la fin de l'été, 2 mois après sa disparition, Grégory n'a toujours pas donné signe de vie. Ses comptes en banque sont restés dans l'état où ils étaient le 17 juin au soir. Son téléphone n'a pas fonctionné. Grégory s'est littéralement volatilisé. Fin octobre 2004, l'enquête sur la disparition de Grégory Patriarche est confiée à la section de recherche de Dijon.
Plus précisément à 2 spécialistes des enquêtes criminelles, le major Rousseau et l'adjudant-chef Barbosa. Dès lors, Grégory va devenir pour eux une priorité, car les 2 hommes ne croient plus du tout à la fugue. On croyait beaucoup plus au fait qu'il aurait pu lui arriver quelque chose de beaucoup plus grave, qui aurait eu pour conséquence son décès, mais dont on n'avait pas la raison. Grégory avait-il des ennemis? Pour le savoir, les enquêteurs s'intéressent à sa personnalité. Les gendarmes vont essayer de fouiller dans sa vie pour essayer de comprendre qui sont ses amis, comment il fonctionne. Il faut savoir qui il est pour essayer de le retrouver. Voilà Grégory quand il avait 7-8 ans. Ses parents décrivent un garçon gentil, mais fragile, car handicapé dès le plus jeune âge par une maladie héréditaire. Grégory était mal dans sa peau dû à sa maladie génétique. Maladie rare, la maladie d'Epstein, donc la maladie des os de verre. Grégory a dû en souffrir étant gamin avec les moqueries. À l'école maternelle, avec les canards boiteux, donc ça fait mal quand on entend ça. Un petit garçon différent, mal dans sa peau. À l'adolescence, Grégory fait les 400 coups avec ses copains. Et surtout, il se met à fumer régulièrement du cannabis. Jamais j'aurais imaginé qu'il aurait dérapé dans ce système-là. Jamais. D'abord, je ne voyais pas quand il avait fumé. Il avait des petits moments d'agressivité, mais pas... Non, pas méchant. Ou alors il rigolait. Cependant, la mère de Grégory signale aux gendarmes que son fils était récemment devenu mystique. Il se réfugiait dans la religion au point d'inscrire sa nouvelle foi dans sa chair. Il est rentré un soir avec lui, il dit « Maman, je me suis fait faire un tatouage ». Donc il avait une énorme vierge dans le côté droit. Et quelques semaines après, il avait le Christ du côté gauche. Bon, ça m'avait beaucoup choqué, ça. Et dans sa chambre, Monique découvre de nombreuses reliques. On a retrouvé des médailles, des micelles. Il avait ramené des tas de médailles de l'abbaye de Cîteaux. On se dit que peut-être qu'il a une crise mystique et qu'il est parti se réfugier dans une abbaye. On vérifie même auprès de l'abbaye de Cîteaux, toute proche. L'abbaye de Cîteaux est connue dans la région pour recueillir des jeunes mal dans leur peau, comme Grégory. Mais personne au monastère n'a aperçu le jeune homme. Les patriarches ne savent plus vers qui se tourner. Monique décide alors de consulter une cartomancienne. J'étais voir des radiesthésistes, des voyants qui me le voyaient à l'étranger, qu'il allait revenir bientôt, ce qui m'a donné beaucoup d'espoir de vivre, quoi, c'est ça. Une de ces voyantes est formelle. Grégory serait en Italie. Et pour Monique, cela est tout à fait crédible. L'été avant, il était parti en Italie rechercher les liens familiaux de mon côté. Il avait retrouvé des cousins et il voulait travailler là-bas. On pensait qu'il était parti à l'étranger, qu'il voulait couper les ponts avec ses amis et puis partir, se faire une nouvelle vie. Les enquêteurs, bien sûr, vérifient toutes ces pistes, mais aucune n'aboutit. À ce stade de l'enquête, les gendarmes vont découvrir que Grégory a une personnalité complexe. Il aime aussi jouer au dur. Grégory Patriarche, on apprend qu'en fait, c'est un petit délinquant de Saint-Jean-de-Laune. Un gamin qui aime fumer du cannabis, qui ne travaille pas, qui en vend un peu. Il a eu des sérieux problèmes judiciaires, et ce, très jeune, à cause de ça. Ses parents n'aiment pas trop évoquer les petits trafics, les vols et les bagarres qui l'ont conduit en prison. Car à l'âge de 16 ans, Grégory fait 1 mois de préventive pour trafic de stupéfiants. Depuis, dans le petit village de Saint-Jean-de-Laune, le jeune homme a mauvaise réputation. Un petit pays comme ça, les gens comptent, font du mal. Ouais. On aurait été dans une grande ville, c'était rien, quoi. C'était du chapardage, un joint fumé par-ci, par-là, c'était rien. Mais il est vrai que dans un petit village rural tel que Saint-Jean-de-Laune, ça prenait une dimension disproportionnée. Grégory n'est qu'un petit délinquant, mais les enquêteurs se demandent s'il n'a pas voulu se frotter à beaucoup plus fort que lui. Pas des philanthropes, les trafiquants de drogue, hein. Donc l'appartenance de Grégory à ce milieu de la drogue, évidemment, est une piste très intéressante pour les gendarmes dès le début de l'affaire. Grégory devait-il de l'argent? A-t-il été victime d'un règlement de compte?
ou s'est-il laissé entraîner dans une histoire qui aurait mal tourné? Les gendarmes, c'est très classique, font l'entourage du disparu, regardent son passé, regardent ses fréquentations, et ils s'aperçoivent qu'il a fréquenté des gens peu recommandables, avec lesquels il a déjà eu des ennuis. On s'aperçoit que le 25 décembre 2003, donc, il a été victime d'une agression. Il s'était rendu à Dijon en compagnie d'une jeune personne qui faisait partie des gens du voyage. Manifestement, ce soir-là, quand il rentre, il a pris une solide rouste. Il s'effondre dans les bras de son père, il est presque inconscient. Grégory, il rentre chez nous, il était tout ensemble. Oh, la tête, j'ai cru qu'il avait pris un coup de bâton derrière la tête, un truc comme ça. En réalité, Grégory affirme que ce jour-là, il a été victime d'un passage à tabac par 5 individus armés de battes de baseball. Mais à ses parents, il n'en dira pas plus. C'était resté quand même relativement mystérieux, cette affaire. Manifestement, Grégory n'a pas que des amis. C'est ce que vient confirmer une de ses ex-compagnes. La jeune femme affirme aux gendarmes qu'il avait déjà été menacé par un individu habitant un village voisin. On avait appris qu'il avait été menacé, même de mort, de la part toujours du même milieu des gens du voyage avec lesquels il traficotait dans les stupéfiants. Les enquêteurs décident donc de s'intéresser aux mauvaises fréquentations de Grégory. Et ils vont faire une découverte intéressante. Une de ces relations pourrait être mêlée à un cambriolage qui a eu lieu le soir de la disparition de Grégory. Et ils se demandent si le jeune homme aurait pu y participer. Pas impossible qu'il soit retrouvé embringué dans cette histoire de cambriolage. Ça peut correspondre à son profil. Le problème, c'est que le cambriolage a été commis dans un bar-tabac de Vittel à plus de 200 km de Saint-Jean-de-Laune. Après vérification, cette piste est plausible. On se rend compte qu'au niveau chronologie, lorsqu'il quitte la soirée avec ses amis, lorsqu'il regarde le match de foot, il a largement le temps de monter sur Vittel pour faire ce cambriolage-là. Ce cambriolage pourrait expliquer la disparition de Grégory. Car ce soir-là, les voleurs ont été repérés et pris en chasse par les gendarmes. Des barrages routiers avaient été mis en place pour les intercepter. Mais les voleurs n'ont pas été arrêtés. Les gendarmes ont tiré plusieurs coups de feu en direction de leur véhicule. Là, on se dit, mais est-ce que Grégory Patriarche n'était pas dans la voiture avec des complices, avec des co-auteurs, qu'il aurait été tué par un tir de gendarme et que ses copains auraient abandonné le corps en abandonnant la voiture. Les gendarmes prennent donc attache avec leurs collègues des Vosges, finissent par savoir que la voiture qui avait servi au fuyard a été retrouvée incendiée, se rendent sur place, réexaminent la voiture et découvrent effectivement une trace de balle qui a pu traverser le véhicule, donc causer la mort d'un des passagers. Après le braquage, cette voiture a été incendiée dans la forêt. Les gendarmes se disent que si cadavre il y a, il ne doit pas être caché bien loin. Donc on va faire des vérifications autour du véhicule, des recherches, savoir si on retrouve le cadavre, qui pourrait être dissimulé, mais nos recherches sont restées vaines. Pour les gendarmes, la piste du braquage s'évanouit. Nous sommes en mars 2005. Cela fait 9 mois que Grégory Patriarche a disparu. Les gendarmes n'ont toujours aucune idée de ce qui a pu lui arriver. On est un petit peu dans l'impasse. Nos hypothèses de travail ont été travaillées à fond et on n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Les gendarmes, depuis le début de l'enquête, ouvrent des portes qui les mènent uniquement à des impasses, sont aiguillés sur des fausses pistes. Ça ne donne rien, rien, rien. Je prends le truc, je te l'ai dit. Mais il y a toujours un fil à tirer, il y a toujours quelque chose qu'il faut essayer de remettre. Toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on a pu louper? Et ils décident de reprendre tout à zéro parce qu'ils pensent qu'ils sont passés à côté de quelque chose d'important. Les enquêteurs vont alors se replonger dans la soirée du 17 juin 2004, au moment où Grégory Patriarche quitte ses amis. Ils demandent aux opérateurs téléphoniques la liste de tous les portables qui ont fonctionné à Saint-Jean-de-Laune ce soir-là.
plus de 500 numéros sont recensés. Toutes ces personnes ont été contactées une par une téléphoniquement pour savoir pour quelles raisons elles avaient passé un appel téléphonique et surtout savoir si elles avaient constaté quelque chose de particulier dans Saint-Jean-de-Laune ce soir-là. Ces recherches ne donnent rien. Aucune de ces personnes n'a de casier judiciaire. Parallèlement, les gendarmes décident d'interroger de nouveau Emmanuel Damien et sa femme, les dernières personnes à avoir vu Grégory en vie. On va savoir vraiment comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. Les jeunes répètent qu'ils ont regardé le match de foot ensemble et qu'ensuite Grégory les a quittés pour rentrer chez lui. Mais cette fois-ci, les enquêteurs trouvent que le récit est un peu court. Ils ont une sorte de pressentiment, une histoire instinctive, qui a quelque chose qui cloche de ce côté-là. L'un d'entre eux, il nous paraît pas suspect, mais il nous cache quelque chose dès le départ. Damien, chez qui a eu lieu la soirée, est convoqué par les enquêteurs. Et son comportement devient de plus en plus bizarre. Il n'ose pas nous regarder, il est presque sanglotant dans sa voix. Il pleurait à chaque fois, il était très très stressé. À chaque fois qu'on finissait une audition avec lui, on lui disait qu'il pouvait s'en aller, mais il restait. Il restait, il disait non, qu'il dit je voudrais qu'on reste encore un moment ensemble. Mais je dis forcément, t'as forcément quelque chose à nous dire, il faut que tu t'expliques là. Il y a quelque chose que tu nous caches quoi. Et on n'arrivait pas à le faire parler. Le major Rousseau en est sûr. Damien sait quelque chose au sujet de la disparition de Grégory. Ils essayent de comprendre, de fabriquer peut-être même des hypothèses. J'imaginais qu'il était mort d'une overdose dans le domicile lorsqu'il regardait France-Croatie. Ils avaient dû essayer de tester une drogue plus forte que le cannabis et puis que voilà, il est arrivé un problème puis qu'ils s'en étaient débarrassés quoi. Greg, non, Greg. Et que bon voilà, ils savaient pas comment nous le dire. Alors, pour en savoir davantage, les gendarmes décident de mettre les jeunes sur écoute téléphonique. À aucun moment, la disparition de Grégory n'est évoquée. En revanche, ils vont découvrir quelque chose de très intéressant. On met à jour donc un petit trafic local entre Emmanuel, Damien et ses fréquentations. Là aussi, on n'est pas dans le trafic international. Voilà. Apparemment, j'en revends deux pour en avoir une. Comme Grégory, Damien est un petit trafiquant de cannabis. Les gendarmes ont un prétexte suffisant pour le mettre en garde à vue. Au bout de 30 heures d'interrogatoire, Damien finit par craquer. Il revient sur ses premières déclarations. Et contrairement à ce qu'il avait affirmé, le 17 juin, Grégory n'avait pas l'intention de rentrer chez lui après le match. Et là, il va faire une révélation très importante qui va être déterminante pour le reste de l'enquête. Ce qui nous cachait, c'était qu'en fait, il était parti cambrioler un cabanon de jardin. Cabanon dans lequel il était déjà venu quelques jours plus tôt pour voler un motoculteur. Grégory a expliqué à ses amis que pour se faire un peu d'argent, il avait repéré une tondeuse dans un cabanon qu'il comptait dérober. Le jeune homme a tout prévu et raconte son projet de cambriolage dans les moindres détails. D'ailleurs, ce soir-là, sur lui, il a une cagoule et un tournevis dont il compte se servir pour forcer le cabanon. Il dit même à ses amis qu'il va plier la banquette arrière de sa voiture pour charger plus facilement la tondeuse. Ça correspond parfaitement à la découverte qui avait été faite au bord de la Saône, puisque le siège arrière de la Renault était plié au moment où les gendarmes l'avaient retrouvé. Les gendarmes tiennent enfin un élément qui situe Grégory après le match de foot, qui le situe vivant. Reste plus qu'à trouver qui a été victime du cambriolage. On s'aperçoit qu'il y a eu 2 signalements de petits cambriolages commis au bord du canal dans 2 propriétés qui étaient l'une à côté de l'autre. Les 2 propriétés sont situées à Saint-Usage, la commune mitoyenne de Saint-Jean-de-Laune. Les parcelles sont isolées et n'abritent que des petits pavillons et des cabanons. Ces 2 plaintes attirent leur attention
parce qu'il est fait état d'un vol de motoculteur et les lieux correspondent à un cabanon. Il y a un petit problème dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de tondeuse à gazon déclarée volée. Un petit problème en effet, puisque selon son ami Damien, Grégory voulait dérober une tondeuse ce soir-là. Donc là, point d'interrogation, est-ce qu'ils font encore une fois fausse route? Les gendarmes vont tout de même s'intéresser à ces deux plaintes. L'une émane d'un retraité, un certain Marcel Marais, domicilié à Dijon. Ce soir-là, l'homme appelle la gendarmerie pour signaler une intrusion sur son terrain. Tout de suite, une incohérence va retenir l'attention des enquêteurs. Lors de cet appel à la gendarmerie, M. Marais parle de la présence d'une brouette sur son terrain, laquelle ne lui appartient pas. Seulement le lendemain, lorsque Marcel Marais vient déposer plainte, il raconte que la brouette s'est mystérieusement volatilisée. Il explique qu'au moment où il arrive sur la propriété, il voit la brouette qui ne lui appartient pas. Et que le temps qu'il ouvre le portail et qu'il rentre la voiture sur sa propriété, la brouette avait disparu. Donc nous, on en déduit que la brouette, elle a disparu au moment que Marcel Marais était sur les lieux. En supposant que Grégory soit bien l'auteur de ce cambriolage, pourquoi serait-il parti avec une brouette alors qu'il venait voler une tondeuse? On voit mal quelqu'un venir faire un cambriolage et partir avec une brouette. Encore plus étrange, quelques semaines plus tôt, toutes les personnes qui avaient utilisé leur portable le soir du 17 juin avaient été contactées par les enquêteurs. Et parmi eux, un certain Marcel Marais. Il a dit qu'il n'avait rien vu et rien entendu cette nuit-là. Ça commence à intriguer sérieusement les gendarmes. Là, on s'est tout de suite mis dans la tête qu'il s'était passé quelque chose sur les lieux. Alors, les gendarmes, à ce moment-là, émettent une hypothèse assez simple. Est-ce que Grégory, qui devait aller cambrioler, enfin voler la tondeuse, est-ce que ça s'est pas mal passé? Pour les enquêteurs, il faut donc tirer au clair cette histoire de brouette et donc s'intéresser à Marcel Marais. Donc on découvre que c'est une personne qui a fait toute sa carrière dans la police nationale. Il était brigadier-major à la brigade motocycliste de Dijon, avec une cinquantaine d'hommes sous ses ordres. Un fonctionnaire de police très bien noté, parfait quoi, je veux dire, enfin voilà, qui est parti avec les honneurs à la retraite. Et du coup, c'est vrai que ça les interroge, hein, les gendarmes disent c'est quand même étonnant. Comme on dit, il n'a pas le profil. Depuis 10 ans, Marcel Marais vient régulièrement à Saint-Usage pour se reposer dans son petit bungalow. De plus, il est bien intégré à la vie locale. Dans le village, beaucoup sont ceux qui l'apprécient. Il était gentil, il servait à vous. Je vous dis, on pouvait lui demander n'importe quoi, il était là présent. Il aimait bien venir à Saint-Usage, il aimait la campagne, il aimait... Et puis voir les copains, et puis tout ça, c'était sa vie ici. Surtout quand il était en retraite, quoi. Hein. Même pour la famille patriarche, l'ancien policier n'est pas un inconnu. Marcel Marais, je le connaissais bien puisque c'était le président des chasseurs de Saint-Usage. Il venait chez mon voisin qui est chasseur. Il discutait de chasse, tout ça. Et puis il me disait bonjour. Un portrait sans tache donc, mais un détail ne colle pas. Car si le retraité aimait tant ce village, pourquoi alors a-t-il mis en vente son bungalow moins d'1 mois après la disparition de Grégory? Pour les gendarmes, la coïncidence est troublante. Marcel Marais devient maintenant suspect. On a un gros faisceau de présomption, mais c'est difficile de convaincre les magistrats qu'on tient la bonne personne, quoi. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a toujours pas de corps. Alors, voilà, si vous voulez avoir une enquête criminelle, c'est mieux d'avoir un corps. Donc il faut essayer de trouver le corps. Les gendarmes se rendent donc sur l'ancienne propriété de Marcel Marais. Si, comme ils le pensent, le corps de Grégory était transporté avec une brouette, l'ancien policier n'a pas pu le dissimuler très loin de chez lui. Autour de la propriété, les cachettes possibles sont multiples. Ils engagent des personnels sur le terrain, ils fouillent, ils envoient des chiens renifleurs de cadavres. Et pour arriver à leur fin, les gendarmes n'hésitent pas à employer les grands moyens. Donc nous avons fait stopper la navigation sur le canal. Devant la propriété,
le canal de Bourgogne a été partiellement vidé sur près de 3 km. Et donc des plongeurs... Depuis l'écluse qui se trouve là-bas au fond. Depuis l'écluse qui se trouve là-bas, des plongeurs ont donc fouillé le canal jusqu'à Saint-Jean-de-Laune. Jusqu'à Saint-Jean-de-Laune. Vous avez trouvé quoi? On n'a rien trouvé. On n'a jamais rien retrouvé. On n'a jamais rien retrouvé. Mais les enquêteurs de la section de recherche ne lâchent pas aussi facilement. Bon, on commence à interroger des personnes qui gravitent autour de M. Marais. Donc forcément, il en a écho. Ils veulent justement qu'ils sachent qu'ils sont là, qu'ils sachent qu'ils le suspectent, mais ils ne vont pas le lui dire. Ils le laissent mûrir. Les gendarmes veulent provoquer une réaction du suspect. Ils décident de mettre le retraité et sa compagne sur écoute téléphonique. Et rapidement, ils se rendent compte que Marcel Marais n'est pas dans un état normal. Madame Marais, lors de certaines conversations, quand elle appelle des amis, mentionne que son mari ne va pas bien, qu'il est en quasi-dépression, qu'il pleure. Ah oui, enfin déprimé j'espère que c'est même pas plus, mais là je suis un peu inquiète. Marcel Marais passe ses journées à tourner en rond. Il reste prostré chez lui. De toute évidence, sa réaction n'est pas celle de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Quelqu'un qui est innocent, qu'on vous accuse de meurtre ou d'être en lien avec la disparition d'une personne, enfin, si vous y êtes pour rien, je pense que vous avez une réaction autre, quoi. Vous allez voir ce qui se passe, vous venez trouver les enquêteurs. Hein. Moi, je le ferais, hein, si j'étais innocent. Les enquêteurs sentent qu'ils sont sur la bonne piste et ils décident de jouer leur va-tout. Maintenant, on va vous interroger. On est allé entendre Madame Marais en l'absence de Monsieur Marais, en lui faisant clairement comprendre qu'on soupçonnait son mari d'avoir tué Grégory Patriarche. Dès le retour de Marcel Marais, sa femme le prévient qu'il est le suspect numéro 1. La réaction de l'ancien policier est inattendue. Marcel Marais s'enferme dans son garage. Il a craqué et sa compagne panique. Sa femme téléphone et explique qu'il est enfermé avec son fusil de chasse et qu'elle pense qu'il est prêt à se donner la mort. J'ai peur qu'il fasse une connerie. Je voudrais que tu viennes. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Je sais pas. Et là, chez nous, au niveau enquêteur, c'est un grand moment de panique. Heureusement, Marcel Marais ne va pas au bout de son geste. Mais les gendarmes décident d'accélérer l'enquête. Dès le lendemain, 9 h, ils se rendent chez l'ancien policier pour une perquisition. Étrangement, l'homme n'a plus rien de suicidaire, bien au contraire. Et moi, je le sens serein. Donc c'est vrai que j'ai un peu des petits doutes, quoi, mais bon, je le sens serein. Faites votre boulot, les gars, mais vous vous trompez, c'est sûr et certain. Et il me dit, mais de toute façon, je te dis que tu fais fausse route. Il me dit, je te jure, sur la tête de mes 3 enfants, c'est pas moi. Je dis à mon collègue, à mon avis, on est mal barré. Pour autant, les gendarmes passent le domicile du suspect au peigne fin à la recherche de pièces à conviction. C'est quoi ça, Marcel? C'est les cartouches de fusil de chasse. Donc on poursuit la perquisition, on trouve évidemment des armes, puisqu'il était chasseur, donc on trouve un fusil de chasse, une carabine, enfin bon, tout ce qui va bien pour le chasseur, mais bon. Dans sa voiture, on détecte, avec des produits spécifiques, des traces de sang. Mais faisons Du sang de gibier. Ouais. Tu me fais un petit prélèvement, s'il te plaît? Pas de soucis. Restez ici. Et rapidement, au cours de la garde à vue, on va se rendre compte que c'est des traces de sang de gibier, d'animaux, si vous voyez. Donc on n'a pas grand-chose. La piste se révèle plus fragile que prévu. Ce 25 septembre 2005, à 13 h, les gendarmes décident de placer le policier en garde à vue pour le pousser dans ses derniers retranchements. C'est lui qui tient la clé de cette affaire, qui tient le dénouement. Et il faut qu'il nous le dise. S'il ne nous le dit pas, on ne saura jamais. Au cours de cette garde à vue, le major Rousseau va abattre ses dernières cartes. Il s'enferme avec Marcel. Pendant 20 minutes, il monopolise la conversation et détaille par le menu tous les indices qui l'accablent. Je jouais mon batou, hein. Ça passe ou ça casse. Soit ça passe et on solutionne l'affaire, on peut expliquer aux parents ce qui s'était passé, on retrouvait le cadavre, ou soit ça cassait, c'est-à-dire que bon, il repartait à l'issue de sa garde à vue et on n'avait rien, et à mon avis, là, on peut enterrer le dossier. Un coup de bluff qui va payer. À bout de nerfs, Marcel abdique. Il se lève,
ferme la porte et se met enfin à parler. Il s'effondre en larmes et il dit oui, c'est moi qui l'ai tué, en expliquant qu'il ne voulait pas le tuer. C'est un accident en fin de compte. Il me dit c'est bon, de toute façon je pourrais pas vivre avec ça, je vais t'expliquer ce que j'ai fait et où est-ce que je l'ai mis. Et le policier de raconter la soirée du 17 juin 2004. Ce soir-là, il était tranquillement dans sa maison de Dijon lorsqu'il reçoit un coup de téléphone. C'est une habitante de Saint-Usage qui lui signale que le grillage de sa résidence secondaire a été découpé. Sa propriété avait déjà fait l'objet de dégradation auparavant, donc il dit ben voilà, encore une fois de plus, il est énervé, quoi. Donc il décide malgré tout de prendre un fusil et de le mettre dans le coffre de sa voiture pour partir sur sa propriété. C'est vrai que c'est un peu brutal comme décision, mais je crois que c'est un flic. Et que c'est parce qu'il est en retraite qu'il est plus flic. Donc il se dit, il y a quelqu'un chez moi qui est passé chez moi, qui a coupé ma clôture, je vais aller régler le problème, je veux aller voir. Sans dire qu'il a pris un fusil, Marcel se met en route vers Saint-Usage avec sa femme. Après 40 minutes de route, ils arrivent dans leur petite maison. Sa femme lui signale qu'il lui semble entendre une voix dans les buissons. Marcel va voir, il voit rien. Donc il fait le tour de sa propriété. Regarde, ça y est, ils sont passés là. Là, il constate qu'effectivement, le grillage est découpé dans sa propriété, qu'il y a le grillage qui sépare de la propriété du voisin, de M. Meunier, qui est découpé aussi. Ils sont passés comme ça, et en tout, même là. Il y a une tondeuse qui est sortie du cabanon de chez son voisin. Et à partir de ce moment-là, il appelle la gendarmerie. Il y a eu une intrusion, ils ont coupé le grillage. Il nous dit, ben voilà, je vois la brouette qui est au milieu de ma propriété. Et il dit tout de suite, moi je pense que les gens vont venir récupérer le matériel. Mais ce soir-là, les gendarmes ne sont pas disponibles et ne peuvent dépêcher de patrouille. Le retraité décide alors de monter lui-même la garde. Il récupère le fusil dans le coffre de sa voiture. Son épouse est moyennement rassurée par la situation. Elle manifeste le désir, elle, de rentrer au domicile. Et du coup, Marcel va rester tout seul. Si le ou les cambrioleurs décident de revenir, ils vont penser qu'ils ont le champ libre parce qu'il n'y a pas de véhicule devant la maison. L'ancien policier est trop stressé pour aller se coucher. Il décide de planquer toute la nuit. Il se place à l'arrière de sa propriété, derrière, à proximité d'une haie, derrière les arbres, et il attend avec son fusil. Marcel est en embuscade depuis près de 20 minutes. Quand soudain il entend une voiture se garer à proximité. Il voit une silhouette rentrer sur la propriété, qui fait quelques pas et qui se dirige à l'endroit où il y avait la brouette. Qu'est-ce que tu fous là? Il l'a ailé, hey, qu'est-ce que tu fais là? Où tu vas? Grégory s'enfuit et donc lui tourne le dos à ce moment-là. Le jeune se met à courir et lui il tire. Il tire à 2 reprises. La silhouette est tombée. Il lisait les jambes et s'est aperçu qu'il avait un teint au dos et que le jeune homme était décédé. Et quand il voit que c'est un jeune qui a une vingtaine d'années, quoi, il est effondré à ce moment-là. Marcel Maret le jure, il ne voulait pas tuer Grégory. Mais lorsqu'il réalise qu'il lui a tiré dans le dos, il sait qu'il a commis un acte irréparable. On peut peut-être parler d'autodéfense, mais en tout cas pas de légitime défense. À aucun moment, la vie de Marcel n'était en danger. Monsieur Maret nous dit qu'il est pris de panique, il ne sait pas quoi faire sur le moment. Il a 2 solutions. Soit il appelle la gendarmerie, ou soit il fait disparaître le corps. Ben voilà, il a pris la mauvaise solution. Il a fait disparaître le corps. L'ancien policier révèle alors aux gendarmes comment il a procédé pour cacher le corps de Grégory. Il va chercher donc dans son cabanon une bâche, il enveloppe le corps dans une bâche. Marcel donc va le placer dans la brouette. La fameuse brouette qui avait tant intrigué les enquêteurs, qu'ils avaient même mis sur la piste. Il se dirige vers le véhicule de Grégory Patriarche.
Il met le corps et la brouette dans le coffre du véhicule. Il s'installe au volant du véhicule et part au volant du véhicule de Grégory Patriarche. Le retraité prend la route. Rapidement, il retrouve ses esprits. Il sait où il va pouvoir dissimuler le corps sans attirer l'attention. Et il l'a emmené dans une décharge sauvage à quelques kilomètres de là. Une décharge qu'il connaissait bien puisque c'est un coureur de bois, c'est quelqu'un qui connaît la forêt. Un lieu isolé, à l'écart de la route et à l'abri des regards. Il s'arrête à cette décharge et il dépose le corps, qu'il prend le soin de recouvrir de branchages. Il nous explique après qu'avec la voiture dans laquelle il avait placé aussi la brouette, il se rend sur les bords de Saône, il balance la brouette dans la Saône et va abandonner la voiture là où elle était trouvée, à la sortie de Saint-Jean-de-Laune, et lui rentre à pied à son domicile. Pour les gendarmes, cette première version des faits reste à vérifier, mais il semble toucher au but. On a un scénario qui colle avec notre faisceau de présomption. Il a fallu 459 jours d'enquête pour retrouver le jeune disparu. Pendant 15 mois, le corps de Grégory était caché dans une décharge sauvage, dissimulé dans ce petit bois, à moins de 2 km du domicile de ses parents. Sur les indications du prévenu, les gendarmes retrouvent la bâche bleue avec à l'intérieur ce qui n'est plus qu'un squelette. Il ne restait que le crâne et une omoplate et quelques vertèbres, quoi, c'est tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus qu'une bague, la bague que j'ai là. C'est la bague de Grégory. Le ciel est tombé sur la tête. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Non. Et très souvent, Roger, son père, est passé à vélo sur ce chemin, à côté de son fils, sans se douter qu'il était dissimulé à cet endroit. Il était là, dans le tas de poubelle. Et moi, je passais souvent, en me promenant, je passais à 5 mètres de mon fils. C'est inhumain, ce qu'il a fait. Ouais. Pour l'avoir caché pendant 1 an de temps, là, c'est pas normal. Et il venait en face de chez nous, je vous dis, et il nous disait bonjour. Reste aux gendarmes à déterminer si Marcel Marey a bien dit toute la vérité. L'homme prétend qu'il n'avait pas l'intention de tuer Grégory. S'agit-il alors d'un accident ou d'un meurtre de sang-froid? Lui, il dit qu'il voulait immobiliser la personne en lui tirant dans les jambes. Or, l'autopsie indique que Grégory a été touché à 2 reprises à l'omoplate et surtout dans la nuque. Il s'avéra simplement, c'est qu'il n'a pas tiré dans les jambes, mais qu'il a tiré dans la tête. Au total, il a reçu 29 impacts de petits plombs. Il s'agit de chevrotines. Je vous rappelle quand même que la chevrotine, c'est pour le gros gibier. On abat un cerf ou un sanglier avec la chevrotine. C'est une arme qui est faite pour donner la mort, pas pour blesser. Pour les gendarmes, Marcel Marey ne pouvait ignorer les dégâts mortels qu'il allait causer. Et ça, il en avait connaissance. En tant que chasseur, il le savait très bien. Dans ses aveux, Marcel Marey prétend qu'il a tiré au jugé, en pleine nuit, sur une silhouette qu'il avait peine à voir. Il aurait donc pu toucher la tête sans en avoir eu l'intention. Pour le vérifier, la juge d'instruction ordonne une reconstitution. Le 12 juin 2006, les enquêteurs retournent donc sur les lieux du crime. Alors, lors de la reconstitution, M. Marey nous indique que le cadavre se trouvait environ ici. Selon le prévenu, il aurait tiré à 50 mètres de distance, mais il reste un problème. Une cartouche de chasse envoie, lorsque le coup part, une gerbe de plomb qui, avec la distance, s'écarte. Or, sur le corps de Grégory, les impacts de plomb sont très rapprochés. La conclusion des experts est sans appel. Le balisticien avait dit que le tir 50 mètres, c'était trop. Qu'on était plus proche d'une distance de 20 ou 30 mètres, ce qui correspondait à ce que disait l'expert, le légiste, le médecin légiste. Pour les enquêteurs, pas de doute, il s'agit d'un homicide volontaire. La justice devra établir si Marcel Marey avait l'intention de donner la mort ou s'il s'agissait d'un accident. 17 novembre 2007 à la cour d'assises de Dijon.
Après 2 ans de préventive, l'ancien policier est jugé pour son crime. Il encourt 30 ans de prison. Tout l'enjeu, c'est de savoir si Marcel Marey a donné la mort volontairement ou pas. Marcel, pendant tout le procès, évoquera un accident. Il s'est senti dans une situation d'autodéfense. Un intrus sur son terrain de nuit. Il a paniqué, très certainement il a paniqué. Son avocat expliquera, lui, que ça ne fait pas de lui un surhomme d'avoir été un policier exemplaire et qu'on juge ici non pas un ancien policier, mais un retraité qui a paniqué. Mais paniquer, est-ce que ça veut dire transporter le corps, jeter les pièces à conviction dans le fleuve, enterrer dans une décharge publique sa victime, et pendant 1 an ne rien dire? Il y avait une double face chez ce personnage. J'ai la conviction que si l'enquête n'avait pas abouti à lui, il ne se serait jamais dénoncé. Jamais. Le discours de l'avocat de la famille patriarche semble très convaincant. Seulement l'homme qui se trouve dans le box des accusés n'est pas n'importe qui. C'est un ancien policier, reconnu et estimé. Même la mère de Grégory est impressionnée par l'accusé. Quand j'ai vu arriver M. Marey dans le box, en costume, je me suis dit, franchement, c'est un homme bien. Je me suis dit, c'est un homme bien, c'est pas possible que cet homme-là ait tué mon fils. C'est pas qu'on ait éprouvé de la pitié, mais il faisait peine à voir. Je pense que les jurés ont eu beaucoup de sympathie pour Marcel et sans doute beaucoup d'antipathie pour la victime. Tout était renversé entre l'accusé et la victime. La victime devenait l'accusé et l'accusé quasiment devenait victime d'être là alors qu'il avait une vie exemplaire. Au terme d'un cours délibéré, les jurés rendent leur verdict. L'avocat de la partie civile demandera 30 ans de réclusion. L'avocat général demandera 10 ans de réclusion. Et finalement, Marcel sera condamné à 8 ans de réclusion criminelle. 8 ans. Marcel Marey a finalement obtenu gain de cause. Il est reconnu coupable de coups et blessures avec armes ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Pour le camp de la partie civile, c'est la consternation. Mais j'étais tellement effondrée que j'ai rien dit du tout. Rien. Vu la gravité des faits, on était vraiment surpris. On s'attendait minimum au moins 15 ans. Mon avocat est parti, on est parti comme 3 pauvres malheurs de ma fille. C'est ce qui était dit. Avec ses 2 ans de préventive, Marcel Marey aura passé près de 4 ans en prison. En septembre 2009, il est libéré pour bonne conduite.